Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Étienne Pilonel est de retour. Oui, vous avez bien entendu. Après avoir gravi seuls les escaliers du funiculaire de Fribourg plus de 100 fois pour soutenir l'association La Tuile, Étienne ne s'est pas arrêté là. De ce défi hors norme est née une idée simple, mais puissante. Et si on faisait de ce parcours un vrai rendez-vous populaire et solidaire? C'est comme ça qu'est née la Funirun, une course urbaine inédite qui vivra sa toute première édition ce jeudi 29 mai. Une montée d'escalier, une descente par les ruelles emblématiques de la vieille ville, et une boucle à répéter autant de fois que possible. Seul ou à plusieurs, sans chrono, mais avec le cœur. Dans cet épisode, Étienne et Corinne nous racontent comment cette course a vu le jour, ce qui les ont inspirés, les valeurs qu'ils veulent transmettre et comment ils espèrent mobiliser les Fribourgeoises et les Fribourgeois autour de ce projet à la fois sportif, social et festif. Si vous aimez les initiatives locales, l'effort partagé et les idées qui ont du sens, alors cet épisode est fait pour vous. Bienvenue dans les coulisses de la première Funirun. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Mes chers invités, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Hugo. Comment ça va ? Écoute, pas mal, hein. Un petit peu mieux que le temps cette semaine, mais on vient de passer des chouettes vacances, donc on est revigoré, on a plein de kilomètres dans les jambes, et puis on se réjouit de lancer cette saison. Ah ouais, magnifique. Effectivement, ouais, je vous ai suivi à distance sur les réseaux sociaux et c'est vrai que je vous ai un peu détesté quand même, je dois l'avouer, je confesse, quand j'ai vu ces magnifiques photos dans les calanques. Et puis, à la montagne, la semaine dernière, c'est ça ? C'est vrai qu'on passe de 0 mètre d'altitude à la mer à directement quasiment 4000 mètres le week-end d'après. On est des chanceux. Pas mal comme préparation. C'est pas mal, ouais. Les calanques, c'est toujours un peu une tradition pour nous depuis quelques années. C'est le petit camp d'entraînement pour lancer la saison, pour se faire les chevilles, pour se préparer les tendons, pour se préparer les muscles, et puis apprendre à courir lentement sur ces chemins qui sont quand même escarpés, quoi. Effectivement, travailler les réflexes parce que... Travailler la proprioception et tout ça, oui. Ouais, effectivement. Pour les gens qui n'ont pas encore reconnu vos voix, est-ce que vous pourrez nous rappeler qui vous êtes et d'où vous venez ? Alors, Corinne Delapierre, j'habite à Fribourg et voilà, donc je suis co-organisatrice avec Étienne ici présent de Fribourg by Night Trail qui a déjà eu 9 éditions, qui sera la 10e cette année. Et c'est Étienne Pilonel, je suis donc le compagnon de Corinne, j'habite à Fribourg, on habite donc en ville de Fribourg. Moi je suis sportif et trailer depuis un certain nombre d'années, et puis co-organisateur de Fribourg by Night, et puis de 2 nouveaux événements, notamment un en eau froide et l'autre qu'on va parler je crois un peu aujourd'hui. Effectivement. Vous êtes des habitués, surtout toi Étienne, on se rencontre périodiquement, allez, une fois par année, c'est toujours un plaisir de te suivre sur le réseau et puis de découvrir qu'est-ce que tu as sorti avec ta comparse de ton chapeau. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler de cette fameuse Funirun. Mais avant de parler de la course, parlons justement de un des 2 nouveaux défis que vous avez lancés. C'était la fameuse Schiffnon Cup, c'est ça ? Oui, effectivement, Schiffnon Cup, c'est la 2e édition cette année. Donc on fait une course en eau froide. Dans la période de l'année où le lac de Schiffnon, on a choisi un lac aussi le plus proche de la ville de Fribourg, enfin un plan d'eau suffisamment propre, suffisamment abordable pour des nageurs, donc on a choisi le lac de Schiffnon. Dans la période de l'année où c'est le plus froid, c'est-à-dire pendant nos vacances de carnaval, au mois de février. Cette année, il est descendu à 3,5 degrés à peu près. Un petit 3,5, on a cassé la glace pour passer le thermomètre dedans, pour calculer la température. Et puis les premiers coureurs, ils ont cassé une petite pellicule de couche de glace. Puis ils sont rentrés, puis ils ont fait leur tracé, enfin leur parcours de 150 mètres à peu près. 150, 200 mètres. Voilà, pour les meilleurs, Corinne, c'était combien de temps ?
On reste à peu près 5-6 minutes dans l'eau. L'idée, c'est pas de rester non plus trop longtemps dans l'eau. Quand on fait des entraînements, c'est plutôt de dire pour 1 degré de température, on reste 1 minute. Donc là, si elle avait 3, 5, 4 degrés, on reste 4-5 minutes, ça va très bien. Voilà, donc, pour les personnes habituées. On est parti d'un point A vers les bateaux et puis on est allé derrière, ceux qui connaissent un peu un radeau, derrière la place du petit mini-golf, au barrage de Chiefnun. C'est la plage en été, mais c'était aussi la plage pour nous au mois de février. Voilà, il y en a certains, les courageux, ils ont fait l'aller-retour. Ils ont pris un moment pour se réchauffer, je dois dire. Parce qu'on n'a pas de douche, on n'a pas d'infrastructure après, donc on se réchauffe avec du thé, une soupe qu'on a préparée pour tous les concurrents. Et puis c'est comme ça qu'une heure plus tard, tout le monde est loin et est reparti chez lui. Vous êtes des sacrés givrés, je crois que le terme est vraiment de circonstance. C'est quoi cette volonté de vouloir sortir de sa zone de confort? Parce que là, on est clairement totalement en dehors de la zone de confort quand même. Alors moi, ça fait une dizaine d'années, donc je fais de la baignade en eau froide. J'habitais avant sur Genève et la coupe de Noël à Genève est très très connue. Donc j'ai participé plusieurs années. Quand je suis venue vivre à Fribourg, j'ai dit oh là là, mais il n'y a pas de lac ici, comment je vais faire pour m'entraîner? Donc j'ai fait peut-être 2 ans de pause. Et puis après, on a trouvé avec Étienne qu'on pouvait aller dans le lac de Chiefnun. On a entraîné un peu nos collègues. Et progressivement, moi maintenant, j'ai une équipe de 15 collègues on va toutes les semaines, on va s'entraîner donc dans le lac toute la période d'hiver. Voilà, puis moi j'ai pareil, mes collègues de boulot aussi, on les emmène, ceux qui veulent, et puis on rejoint l'équipe de Corinne, et puis on est une petite équipe à s'entraîner tous les jeudis à midi. Donc bienvenue à tout le monde, hein, vous pouvez prendre contact avec nous, c'est très volontiers, c'est midi pile qu'on part de Grange-Paco, et puis c'est à peu près à midi et quart qu'on est à peu près dans l'eau. Tous les jeudis, à partir du mois, fin octobre, on va dire, début novembre, quand la température du lac, elle commence à devenir intéressante, c'est-à-dire aux alentours de 10 degrés. Magnifique, j'espère que celles et ceux qui hésitent à se lancer, ce qui n'est pas mon cas, j'hésite pas, prendront contact avec vous. Moi, je préfère rester un peu, entre guillemets, sur le plancher des vaches. Et puis, la dernière fois qu'on s'était vu, Étienne, on avait discuté de ce fameux défi solidarité dans le cadre des 30 ans de la tuile. Comment s'est passé ce défi? Alors le défi, c'était 101 fois la boucle, qu'on va proposer d'ailleurs cette année à la Funirun. Je m'étais bien entraîné, je crois que j'avais pu le dire, j'avais effectué à peu près 108 ans de tours avant l'épreuve, en petits bouts. Départ à 5 heures, Fribourg qui se réveille, le soleil qui se lève, ça, c'était certainement les plus beaux moments, surtout qu'on se sent vraiment très très fort. On se sent un peu inarrêtable dans ces moments-là. La route est à nous, plutôt les escaliers sont à nous. Il n'y a pas un chat. La forme est là. On s'est bien préparé. On attend que ça. Donc je dois dire que les 4 premières heures, c'est du pur bonheur. Les 4 premières heures, c'est du pur bonheur. Après, les choses que viennent progressivement plus compliquées. Si je regarde aussi les splits par rapport aux boucles, après 4 heures, le temps... on prend quand même des secondes dans les montées. Et puis j'ai eu quelques trous à partir du 50e kilomètre à peu près, jusqu'au 70e kilomètre c'était compliqué. Après j'ai retrouvé un peu des forces grâce à mes enfants qui sont venus, des copains, des amis qui sont venus courir avec moi. Et puis je dois dire que j'avais un peu sous-évalué la difficulté de la tâche, parce que ce qui a été le plus difficile à gérer, c'était les descentes. Parce que même si c'est pas des descentes ultra raides, la descente de la Grand Fontaine sur les pavés, ça tape. Et puis c'est ce qui a été le plus traumatisant, je pense, pour mon corps, clairement. Donc j'attendais impatiemment la remontée. Elle se faisait plus lentement, certes, mais les descentes aussi, elles se faisaient plus lentement. Donc voilà, j'ai pris par principe toutes les descentes, je les courais, puisqu'il n'y a qu'à laisser aller, mais il fallait mettre chaque fois le frein à main. Toutes les montées, bien évidemment, après le 20e tour, je ne les courais plus du tout. Mais voilà, j'ai pu voir mon temps qu'augmentait de à peu près 6 minutes 40, les tours les plus rapides. J'ai passé vers les 80e kilomètres à plus de 8-9 minutes, voire 10 minutes le tour, quoi. Voilà. Alors j'étais étonné que je puisse tenir la cadence, parce que je m'étais dit, je vais essayer de courir en tout cas jamais en dessus de 10 minutes le tour. Parce que ça paraît faire 10 minutes, si tu fais ça à l'entraînement, c'est vraiment un escargot. Hein. Mais voilà, j'ai réussi à faire ça, et puis je suis quand même content. J'ai fait j'ai pas fait à peu près. J'ai fait 13h40 de course.
pour les 101 boucles, et puis à peu près 6500 mètres de nivellation. Donc voilà, le soir, j'étais vraiment bien cassé. J'ai rien voulu manger. J'ai demandé à Corinne d'aller m'acheter un Big Mac après. Juste en dessus, donc je suis passé 101 fois devant, je vais pas dire le nom, mais une chaîne de hamburgers. Et puis elle allait me chercher un truc comme ça. Et puis je l'ai mangé au milieu de la nuit, et puis j'aurais jamais dû le manger. Enfin bref, j'ai bien ramassé, j'ai dû récupérer pas du hamburger, des escaliers. Je pense plus d'une semaine. Je pense que c'était la première fois que ça m'a pris autant de temps. Je crois que les répétitions de descente surtout, ça faisait mal, quoi. Il y avait pas un mètre de mou, quoi. C'était vraiment sur du dur non-stop, quoi. Donc déjà un 100 kg à plat, ça fait mal. Un 100 kg, là ça fait quasiment plus de 85 km à plat, quoi, de descente. C'est comme si je te dis, vas-y, je descends 85 km sur du goudron, quoi. C'est pas super cool, en fait. Effectivement, c'est pas très engageant. Et puis toi, Corinne, donc tu as aidé au niveau logistique, mais ça t'a pas titillé de courir, de faire aussi également ce défi, c'est pas ton truc? Alors c'est peut-être pas mon truc, mais dans un autre sens, j'avais pas mal de jobs. Je dois dire que Étienne, tous les tours, je le voyais. Donc tous les tours, moi je les comptais, donc j'avais le compte tour. Je pouvais pas tellement quitter ma place, j'ai été beaucoup quand même seule, mais aussi après à répondre aux questions des gens qui passaient par là. Donc c'était un jour de marché, le samedi matin, donc il y avait quand même pas mal de passants et beaucoup de questionnements, de qu'est-ce qui se passe. Il y avait un peu des gens tout à coup qui commençaient à courir en même temps que lui, donc j'ai fait pas mal de logistique, je dirais. J'ai fait peut-être 2 tours pour l'accompagner dans les moments où c'était dur, histoire de plutôt remonter le moral que vraiment de lui redonner des forces. Après, c'était aussi le ravitailler, le forcer à boire, parce que par rapport à d'autres courses où finalement je le vois peut-être tous les 15-20 km, là je le voyais tous les 990 mètres. Donc il fallait aussi savoir gérer à quel moment j'allais à un moment donné l'arrêter pour lui dire maintenant il faut que tu boives ou maintenant il faut que tu manges. Voilà, donc c'était aussi un rythme totalement différent de ce qu'on a l'habitude. C'est un rôle qui est vraiment essentiel dans les ultras, c'est le rôle des pit stops, des accompagnateurs, c'est vraiment de trouver les mots, de savoir s'arrêter. Enfin, ça demande quand même de connaître la personne très très profondément pour être certaine en tout cas de pouvoir la stimuler et puis la réconforter dans les moments difficiles. Oui, alors je pense qu'à force, je commence à connaître ses besoins. Donc là, ils étaient, comme je disais, différents parce que c'était vraiment aussi un type de course, mais qu'il n'avait jamais fait et qu'on n'avait jamais fait ensemble non plus. Donc je sais que le tour où je l'ai accompagné, on a peut-être marché tout le long, mais c'était juste ce qu'il lui a fallu pour lui donner la raison de pouvoir continuer et puis donner les forces pour les 10 derniers tours. Hein, c'était quasiment... Effectivement, ouais. Pour moi, c'est précieux, Corinne, parce que je sais que je peux compter sur tout ce qu'il faut, la panoplie dont j'ai besoin, et puis juste des bons mots, comme elle a pu le dire, au bon moment. Et puis, des fois, de venir marcher même quelques mètres avec moi ou de courir un petit bout. C'est juste montrer qu'on est là. Puis je sais aussi que je peux compter dessus par rapport à tout ce qu'elle disait, information aux gens qui passent, aux amis, à la famille qui envoient des SMS pour dire il en est où, il a fait combien de tours. Voilà, il y a tout ça aussi comme aspect. C'est pas juste être planté là puis compter les tours, quoi. Donc il y a une part d'intendance, préparer le matériel, ranger le matériel, porter le pauvre type à la fin de la course à la maison, essayer de le monter dans les escaliers, le faire entrer dans une baignoire, aller chercher le hamburger à minuit. Ça fait beaucoup de choses. Je pense qu'elle a aussi passé une sacrée journée. Peut-être pas à courir, un peu plus à plat que moi, mais elle était bien à plat autant que moi, quoi. Effectivement, non. Il t'a fallu, alors pour paraphraser, sans vouloir rentrer dans le biblique, il t'a fallu 6 jours pour te reposer. Et le 7e jour, tu t'es dit, tiens, je vais pérenniser le truc et puis je vais organiser une course qui s'appellera la Funiraine. Exactement, mais je pense que ça s'est passé avant le 7e jour. N'est-ce pas, la création, ça commence par des petites choses. Effectivement, c'est Donc, ça. déjà, je pense que l'idée, elle a déjà germé dans la préparation, parce que je me suis dit, c'est pas normal de vivre ça, une chouette boucle comme ça, une chouette course, une chouette ambiance comme celle-ci, c'est dommage de se la garder pour soi. Donc c'est pour ça que pendant la course, on n'en a pas parlé. Quand j'ai fait les défis du Funi, il y a pas mal de gens qui m'ont accompagné sur 1, 2, certains jusqu'à 15 boucles, 10 boucles.
Donc ces gens-là, ils m'ont encouragé à dire « c'est trop bien, il faudrait que tu fasses un truc ». Et puis avec ce qui germait dans mes préparations, je me dis « voilà, pourquoi pas ». Puis pour nous, organisateurs, ça semblait pas hyper compliqué de mettre ça sur pied. Il n'y a pas besoin de baliser. Il n'y a pas besoin de faire non plus tant de chichi autour d'une course. On a pris exemple sur d'autres, comme les backyards qui existent. On se dit que c'est pas des choses monumentales. C'est aussi assez anonyme, c'est aussi un peu intimiste. Puis c'est dans ce sens-là qu'on voulait, je pensais cet événement-là, que j'ai partagé ça avec Corinne. Et c'est vraiment cette couleur qu'on va donner à cette course cette année, quoi. Donc c'est plus qu'une course, c'est pas une backyard. Donc vous avez de nouveau choisi d'associer la partie associative, je dirais caritative, à la course. Donc vous allez à nouveau soutenir la tuile. Pourquoi la tuile ? Un peu comme mon premier défi, hein. La boucle, elle passe encore une fois par la place Georges Piton, ceux qui connaissent Fribourg. Et puis quand on est à Fribourg avant Noël, il y a le kiosque avec le festival des soupes. Et puis voilà, ce parcours qui passe à 50 mètres de ce kiosque avec tout cet événement qui se passe avant Noël. Ça, c'est pour moi important. Et puis la boucle, elle passe quand même par des endroits où il y a de la précarité, où il y a quelque chose qui se passe un peu de particulier à Fribourg, notamment la Grande Fontaine, notamment le petit jardin ou les escaliers du Funis, où il y a toute une sorte de faune qui navigue, des gens, pas tout clean forcément le soir aussi dans les escaliers. Donc il y a un peu un lien avec eux. Moi je me dis que ça, je voyais vraiment le lien direct. Et puis quand j'en ai parlé à Eric, le président de la Tuile, il m'a dit bien évidemment quoi. Nous on repart volontiers avec toi, on t'aide et puis on va organiser autour quelque chose. Donc c'est pour ça qu'ils vont nous aider. Ils vont offrir la soupe, hein. À tout le monde, à tous les participants et à ceux qui viendront le jour de l'épreuve, quoi, le 29 mai. Exactement. Donc jeudi 29 mai, le jeudi de l'Ascension, le clin d'œil était tout trouvé quand même. C'est encore une fois biblique, hein. On est parti, on reste dans le thème. Il y aura 2 départs, un à 6h et un à 9h. Donc on a la possibilité d'effectuer le défi de 6h ou de 3h en fonction de l'heure de départ. Et l'objectif, c'est de réaliser un maximum de boucles, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc, au départ de 6 heures, c'est soit en solo, soit en équipe de 2, pour faire le maximum de boucles jusqu'à midi. Et puis, rejoignent ceux qui veulent faire sur 3 heures, donc de 9 heures à midi. Mais là, c'est en solo. Voilà, puis les duos, peut-être ce qui est important de dire, c'est pas qu'ils courent ensemble, c'est qu'il y a un dossard qui tourne, ou en tout cas une puce qui tourne, et puis voilà, si tu as envie de courir 10 tours, tu cours 10, ensuite l'autre il en court 5, vous choisissez quoi. Mais il y a au moins une boucle qui doit être effectuée par l'autre. Voilà, tandis que le solo, on tourne, tu peux prendre le temps que tu veux, tu peux t'hydrater, t'arrêter en haut la zone. Donc la zone de départ et d'arrivée se situe dans la petite place en haut du funiculaire, justement où il y a la zone, mais comme on est le jeudi de l'Ascension, à 6h du matin, il y aura peut-être les derniers fêtards, qui sait. En tout cas, moi, quand j'ai fait mon épreuve, il y avait le balayeur qui est passé le matin, quoi. Donc, il balayait les escaliers. Donc, peut-être il y aura quelqu'un. Et puis, c'est là que les gens pourront s'arrêter, déposer leur ravitaillement. Il y aura nous, on va organiser un ravitaillement. De toute façon, le temps, il tourne, quoi. Si tu veux pas t'arrêter, tu fais comme tu veux, quoi. Et puis, on peut prendre le temps qu'on veut pour une boucle. Il n'y a pas de temps de départ. On s'arrête, on peut effectuer le dernier tour à 11h59, partir pour le dernier tour, puis le terminer tranquillement après-midi. Magnifique. J'ai vu que vous aviez limité le nombre de places. J'imagine aussi que c'est une question de confort. Et puis surtout que les escaliers, on ne peut pas se permettre d'avoir 300 personnes qui les montent en même temps. Donc il y avait 30 places pour les catégories solo, 20 places pour les équipes. Où est-ce qu'on en est à 3 semaines de la course ? Alors, on a une vingtaine d'inscrits à 3 semaines de la course, plutôt dans la catégorie 6 heures ou en duo. La catégorie 3 heures, on n'a encore pas trop d'inscrits. On l'a mise aussi après coup, parce qu'on s'est dit peut-être que 6 heures, c'est beaucoup pour certaines personnes. On rajoute une catégorie 3 heures. Voilà, mais on se rend compte que je crois que, en tout cas, ceux qui sont inscrits, c'est vraiment pour le défi des 6 heures. J'ai l'impression qu'ils veulent pas juste faire un petit entraînement. J'ai l'impression qu'ils prennent ça assez au sérieux, comme un véritable défi à effectuer.
Et je pense d'ailleurs qu'en 6 heures, un très bon coureur pourrait effectuer pas loin d'une 50aine de tours, je pense. Mais ça, c'est vraiment quelqu'un qui est en forme. En tout cas, entre 40 et 50, on peut réellement s'attendre que quelques coureurs puissent le faire. Ouais. Le défi est lancé, donc je me posais justement la question de combien de tours allait réaliser un bon coureur, une bonne coureuse. Donc le chiffre est lancé, 50 tours. Oui, ça peut être possible, je pense. Ouais. Oui. Surtout que moi, avec les 101 tours, j'ai fait vers les 14 heures, donc il y a une grosse marge encore de progression pour moi. Et puis, je pense qu'un coureur qui s'arrête après 50, un bon qui s'est bien monté, qui est plus léger que moi, il peut faire quelque chose d'intéressant. Là, par rapport à une backyard où les distances sont peut-être un peu plus longues, et peut-être où le paysage est un peu différent, c'est des boucles plus courtes. Donc comment, toi, en tout cas, dans le cadre de ton défi des 101 boucles, tu as géré le fait de te dire je vais devoir passer 101 fois devant cet endroit-là. Alors j'imagine que tu l'avais déjà fait 180 fois dans le cadre de l'entraînement, c'était une chose, mais te dire que tu vas devoir passer 101 fois à la suite, comment est-ce que tu te mets dans un tunnel ou dans une bulle pour pas commencer, après la première boucle, te dire plus que ça? Oui, alors, en fait, un principe de base de l'ultra, c'est de séquencer la compétition. Donc, moi, je savais que les 20 premières boucles, elles passaient vraiment facile puisque j'avais fait ça à l'entraînement, même à la course. Donc, j'étais parti sur les 20 premières boucles et puis on faisait le point. Ensuite, je savais qu'il y avait des gens qui arrivaient venir à telle heure. Donc, j'ai jamais trop pensé que ça allait se terminer le soir vers 6 heures. J'en savais rien trop, en fait. Donc, quand on arrive à se fixer un micro-objectif, d'y aller, de le réussir, ensuite de passer au suivant, mais le suivant, c'est pas forcément 10 boucles de plus, mais c'est quelqu'un qui arrivera dans 30 minutes. Bam. Puis ensuite, c'est midi, tiens, il y a les cloches qui sonnent, je vais aller jusqu'aux cloches qui sonnent de la cathédrale. Ça, c'est vraiment hyper important pour séquencer. Et puis, de toute façon, chaque phase, ces moments-là, il y a des formes, la forme elle fluctue, mais je crois que pour garder l'esprit vigilant, faut pas aller trop loin. Donc j'ai jamais pensé aux 101. J'ai commencé à y penser à partir de 90, quoi. À partir de 90 tours, on commence à dire voilà, je crois que là on arrive, comme tu dis, le bout du tunnel il approche, quoi. Mais non, je crois que pas trop y penser au début, quoi. Et ce qui était drôle, comme ça pour l'anecdote, c'est que les premiers tours, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ramassaient les déchets le long des escaliers. Donc à chaque tour, ils me ramenaient des déchets. Et puis plus vers la fin de la journée ou comme ça, ils disaient mais je sais exactement où il y a quelle tâche, sur tel escalier. Hein, tu sais exactement. C'est vrai que ça, c'est des trucs qui étaient... T'as raison, là, j'avais oublié ce truc. Même sur le chemin, la descente de la roue des Alpes, là, tu sais exactement. Là, il y a la petite bouteille de PET qui n'a pas été mise dans la poubelle. Là, il y a le tag, il y a l'autocollant, il y a aussi l'indicateur de vitesse, 30 à l'heure à Fribourg si jamais. Il y a un indicateur de vitesse, alors tu passes, tu dis tiens, pas terrible, là c'est à 8 à l'heure, là je fais du 12. Alors, le premier tour, je crois que j'ai fait, je voulais éclater le truc, j'arrivais à 17. Enfin, tu as raison, ça c'est des petits trucs qui te motivent. Tu dis tiens, je vais aller jusqu'au chewing-gum de l'escalier là-bas, quoi. Puis hop, tu vas au chewing-gum, puis ensuite tu vas aux fleurs qu'il y avait plus haut. Voilà, ça, en tout cas, ça permet de varier, d'être un peu ludique comme ça. Et vous avez prévu d'attirer quoi comme type de personnes? Alors, tu as parlé de quelques-uns qui vont peut-être venir justement histoire de se faire un peu mal, mais c'est qui le public cible que vous aimeriez attirer pour cet événement? D'abord des gens sensibles à la cause, parce que je crois qu'on va soutenir la tuile. Les inscriptions sont clairement un peu plus chères que normal, on ne paye pas juste son chronométrage ici. Il y a une grosse part qui va à ce festival des soupes, donc des gens qui sont sensibles à ça, qui ne vont pas dire ouais mais vous abusez avec les prix. Donc quelqu'un qui soit sensible, qui est prêt à mettre un don de sa poche. Et puis, moi, je crois qu'on attire quand même pas mal des gens d'ici, parce que, moi, aller faire les escaliers de Chèvre ou de je sais pas où, ça me parle pas. Et puis, je vais voir le swing-gum à Chèvre, non. Enfin, peut-être qu'il y a des gens que ça les intéresse, mais des gens du coin qui savent un peu ce que ça veut dire ces escaliers, qui veulent entrer un peu dans cette histoire de cette ville. Parce que je pense qu'on entre un peu dans une... Pas en faisant la course, mais on entre un peu dans l'histoire de la ville, comment elle vit, comment elle se réveille. Donc, si on a envie d'entrer dans ce jeu-là, vous êtes la bienvenue, en tout cas. Donc oui, c'est ce genre de personnes. Puis on a vu dans les inscriptions, c'est essentiellement des Fribourgeois.
Et les inscriptions donc seront possibles, y compris le jour de la course, si j'ai bien compris. En tout cas, jusqu'à la veille au soir, parce que le jour de la course, le départ étant à 6h, c'est peut-être un peu ristreinte, mais jusqu'à la veille au soir, ouais. Ouais, c'est ça. Donc on a un chronométrage officiel, hein, ça sera quelque chose de sérieux. Vous pouvez, même si vous avez une montre super incroyable, et on a tous une montre super incroyable qui va nous dire nos cardians, nos cadences, nos watts, etc. Nous, on aura le chronométrage officiel avec le comptage des tours, avec combien de temps par tour, le classement. Non, on va faire quelque chose de sérieux, quoi. Alors on va pas communiquer les résultats à ITRA. On n'a pas fait ça nous intéresse pas, ça, sur cette course. Ce qui m'amène, en fait, avant de vous souhaiter bonne chance pour ce superbe défi, une question, parce qu'en fait, je disais, vous organisez les courses plus vite que votre ombre. Vous courez après quoi? Donner du plaisir aux autres, je pense que c'est ça. Moi, je pense que la course, elle me l'a tellement beaucoup donné de satisfaction, d'abord personnelle, dans peut-être la recherche de résultats, puis ensuite de satisfaction, de découverte des personnes qu'on a pu découvrir grâce aux courses. Ensuite, le sport m'a beaucoup aussi donné, le trail m'a beaucoup donné dans la variété des paysages, la variété des ambiances. Je pense que nous, on a juste envie de partager peut-être de manière simple, vraiment simple, hein, je crois que c'est le mot d'ordre de toutes nos courses, un truc simple, à une ambiance, quelque chose d'un peu spécial, offrir finalement de sortir, d'élargir un peu sa zone de confort, je dirais pas juste l'en sortir, mais de l'élargir un peu. Voilà, ici 6 heures ça paraît incongru, c'est quand même intéressant de pouvoir le faire, aller dans l'eau froide aussi, courir la nuit à Fribourg by Night. Je crois qu'on a envie de courir après un peu ces sensations finalement tout à fait possibles si on se prépare un tout petit peu. Magnifique, c'est réjouissant. Avant de vous laisser, on peut déjà même teaser la 10e édition de la Fribourg by Night qui aura lieu le samedi 14 décembre. Exactement, 2025, départ à 17h comme d'habitude à l'école des Nègles. On attend 500 coureurs, 10e édition. Tous les vainqueurs des précédentes éditions seront invités, les femmes bien évidemment, les hommes bien évidemment. On espère avoir quelques belles têtes d'affiche, surtout tous les habitués. Vous êtes tous les bienvenus et toutes les bienvenues. Il y aura des surprises le long du parcours, surprises auditives on va dire, et puis peut-être visuelles aussi le long du parcours. Autrement le parcours il restera un peu le même, un tout petit peu au début. On va modifier le premier kilomètre, enfin, on va passer devant la cathédrale, puis après on va passer un peu plus dans la ville de Fribourg, profiter des toutes petites rues, de la fameuse rue de Lausanne qui a jamais été empruntée par aucune course, je crois. Je crois pas, de mon existence, j'ai jamais vu une course passer par la rue de Lausanne, donc on va passer dans la rue de Lausanne et on va passer des petites ruelles. Voilà, ce sera des petites surprises avec des changements de direction dans le premier kilomètre, ça va chasser. On attend des lièvres devant. Faudra pas aller trop vite, autrement c'est dans les murs, quoi. C'est réjouissant, mais avant ça, il y a la Funirun. Exactement. Je vous souhaite une super première édition et puis bon vent et bonne chance. Merci beaucoup. Merci à toi, Merci Hugo, c'est super. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.